Vous vous apprêtez à écouter le premier épisode de cette deuxième saison de Ça va maman. Mais juste avant, on voulait vous annoncer une belle nouvelle. Nous sommes maintenant sur Patreon. Alors si vous aimez le contenu de Ça va maman et vous aimeriez nous encourager, prendre part à l'aventure avec nous, c'est maintenant possible de le faire. Nous avons créé 2 forfaits pour vous. Le forfait Petit Café à 3 $ par mois. Donc, vous aurez plusieurs avantages, dont celui de recevoir les épisodes 2 semaines avant tout le monde, toutes nos nouveautés concernant les autres projets de Ça va maman et on va nommer votre nom dans un de nos épisodes en guise de remerciement. Ou encore le forfait Verre de vin à 9 $ par mois où vous aurez évidemment tous les avantages du forfait Petit Café, mais en plus, il y aura du contenu supplémentaire que pour vous. Vous aurez entre autres un épisode complet qui ne sera jamais diffusé ailleurs que sur Patreon, une discussion entre Laurie et Jessica sur toutes les coulisses de création pour chaque épisode. Donc, tout ce qu'on n'a pas eu le temps de dire dans l'épisode, tout ce qu'on a gardé que pour vous, les membres Patreon, des informations supplémentaires sur la problématique de la maman en question, les émotions que ça a éveillées chez nous. Évidemment, j'avais pas le choix de poser la question à Laurie sur qu'est-ce que ça lui avait fait, ce premier épisode que vous vous apprêtez à écouter. Même si elle est assez discrète d'habitude sur sa vie privée, elle a répondu et finalement, on vous donne 10 % de rabais sur notre première conférence, la matrescence, si vous êtes membre du forfait Verre de vin à 9 $ par mois. Sur ce, bonne écoute! Pour débuter cette deuxième saison de Ça va maman, on vous présente une maman qu'on a contactée et à qui on a demandé si elle voulait participer. C'est l'histoire de Fabienne. Fabienne, c'est une maman de 2 garçons qu'elle a longtemps désirés et qui ont maintenant un pied dans l'adolescence. Dans la foulée des actions antiracistes suite à la mort tragique de George Floyd aux États-Unis, elle se questionne sur ce monde parfois injuste qui nous entoure et s'inquiète quant à l'avenir de ses garçons. Je suis une maman lionne, attentionnée, qui a beaucoup d'ambition pour ses enfants. Et je pense, parce que j'espère que c'est ce qu'ils vont retenir de moi, mes enfants, que je leur ai tout donné. Vraiment, mon quotidien, chaque geste que je pose, c'est dans l'optique que ce soit bien pour mes enfants. En vieillissant, tu te rends compte que la vie n'est pas si facile. Et tu veux tellement leur éviter des difficultés que tu penses sont évitables. Je pense de génération en génération, on aspire toujours au meilleur pour ceux qui nous suivent. C'est mon cas. Pas facile d'être mère. Et trouver du réconfort est parfois difficile. C'est pourquoi la psychologue Laurie Zéphir, spécialisée en santé mentale maternelle, périnatalité et attachement parent-enfant, va à la rencontre de différentes femmes et leur propose un endroit sécuritaire pour se confier sur les difficultés de leur quotidien. On prend le temps ensuite d'en discuter ensemble, Laurie et moi, pour comprendre les enjeux psychologiques qui y sont rattachés. Je suis en quelque sorte votre voix pour que vous preniez part à la conversation, vous aussi. Je m'appelle Jessica Brazo, journaliste et maman de 3 enfants. Et moi, Laurie Zéphir, psychologue et aussi maman. Bienvenue au balado. Ça va, maman? Quand tu me dis justement, je suis très exigeante envers moi-même, donc par conséquent, je suis très exigeante avec eux, ça vient de où, cette exigence-là que tu t'imposes? Je pense que ça vient du fait que on a été exigeant avec nous aussi quand on était petits. En fait, moi, je viens d'une famille qui valorise beaucoup l'éducation. Puis je viens d'une famille où, honnêtement, je trouve que mes parents ont beaucoup investi en moi. Ils m'ont donné le meilleur d'eux-mêmes à la mesure de leur capacité. Et moi, je me fais une obligation de m'en montrer digne de cet héritage-là. Et j'espère inculquer ce même sens de responsabilité à mes enfants. Là, tu sais, nos parents disaient ça, puis la vie n'est pas facile. Alors, et nos enfants, c'est le bonheur puis le malheur de leur réalité. Ils ont le bénéfice de beaucoup d'acquis qui ont été obtenus en raison du dur labeur de ceux qui les ont précédés, leurs parents, leurs grands-parents. Puis c'est tant mieux, et c'est ce qu'on veut. Mais ça pose le fait qu'il y a certaines aspirations qu'ils n'ont pas ou qu'ils ne comprennent pas parce qu'il y a des réalités qu'ils n'ont pas connues. Qu'est-ce que tu veux dire par là quand tu penses à ça, par exemple? Moi, je pense à, par exemple, moi, mes parents ont acheté leur première maison, j'avais 7 ans. C'est très correct, là. Moi, mes enfants vivent dans une grande maison. Et donc,
l'accession à la propriété. Mais pour moi, c'était quelque chose d'important parce que je me rappelle comment on était heureux de faire l'acquisition de cette première propriété. Mes enfants, ils prennent pour acquis. Oui. J'ai entendu qu'on allait chez les gens dire « Hey, ils n'ont pas de sous-sol. Oh, » Puis c'est des enfants. Mais justement, donc, le travail pour accumuler le pécule, pour acheter cette première propriété, ils savent pas c'est quoi parce que eux, ils sont nés dans une grande résidence. Moi, j'ai pas souffert, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a certaines réalités que j'ai vécues qui fait que je suis capable d'apprécier certaines choses ou de sous-peser certaines choses. Les enfants, nos enfants, ils sont plus privilégiés à certains égards, ce qui fait en sorte que leur rapport avec le travail, l'effort, le dépassement de soi, est différent. Il faut trouver, et mon défi comme parent, c'est de trouver comment leur expliquer ces valeurs-là sans les priver. Je dis toujours comme exemple, quand je parle de ça, Céline Dion, elle disait toujours, quand elle parle de ses enfants, et je suis pas en train de me comparer à Céline Dion, là, donc, mais elle dit toujours, elle dit, moi, je dormais dans un tiroir parce qu'on était 14 enfants chez moi. Elle dit, aujourd'hui, tu sais, pour que mes enfants comprennent, est-ce que je vais les faire dormir dans un tiroir? Manifestement, non. Mais donc, Céline Dion a connu l'extrême pauvreté, où elle est dans une famille extrême, et aujourd'hui, elle a d'extrême richesse, mais elle doit trouver une façon de faire apprécier ça à ses enfants, malgré le fait qu'ils soient privilégiés, pour qu'ils comprennent ce que c'est. Alors ça, c'est un défi. Et là, quand les enfants sont nonchalants, là, je me dis, OK, je suis pas capable de leur inculquer que la vie est pas facile. Qu'à un moment donné, ils vont frapper un mur parce qu'ils prennent des choses pour acquis, parce qu'on est là derrière eux, etc. Donc, ça, c'est une préoccupation que j'ai. Ceci étant dit, je pense qu'ils sont des enfants tout à fait dans l'air du temps. Là. Ils sont pas meilleurs ou mieux que les autres, mais bon. Tu as commencé en disant, moi, je suis une maman louve. Puis justement, je veux protéger, puis en même temps, je veux que mes enfants prennent conscience que ce qu'ils peuvent bénéficier aujourd'hui, ça vient, oui, de nous, leurs parents, mais aussi de l'héritage qu'on a reçu de leurs grands-parents, arrière-grands-parents. Dans l'histoire, justement, que tu leur partages par rapport au racisme, par exemple, par rapport à tout ce qui est la perception de soi, mais la perception des autres, comment est-ce que tu es perçu aux autres, comment est-ce que tu te situes là-dedans, toi, comme maman? Dès le jour 1, c'est-à-dire dès le jour où j'ai su que j'avais 2 garçons, j'étais inquiète. Parce que? J'étais inquiète, je me suis dit, mon Dieu, les statistiques sont contre mes enfants et ils ne sont pas nés. Puis c'est un peu, honnêtement, ça fait un peu lourd d'avoir cette réflexion, mais j'ai vraiment eu cette réflexion-là. Et là, je suis allée m'acheter le livre « Élever un garçon ». Qui n'est pas nécessairement élever un garçon noir par ailleurs. Et là, j'avais dit à mes parents, je disais à tout le monde, là, je veux que tout le monde lise ça dans la famille, parce que là, on va avoir 2 petits garçons, puis il faut qu'on réussisse nos garçons. Et je te dirais qu'au début de leur, puis ils sont pas si vieux là, mes enfants là, je les ai élevés à être des êtres, je pense, parce que j'essaie accompli, je les ai exposés au plus grand nombre de choses possibles. Ce sont des enfants qui ont la chance de voyager, qui ont la chance de faire plusieurs activités parascolaires, etc. Sans égard à la couleur de leur peau, sans leur... Il y a certains trucs que, par exemple, je disais, on met pas notre casquette à l'envers. C'est vraiment depuis qu'ils sont tout petits, on met pas son capuchon, etc. Puis, le plus ils vieillissent, des fois, je dis, les gars, là, il y a des choses que vous devez commencer à comprendre. Puis je leur ai dit carrément, parce que là, je pense qu'ils étaient prêts à entendre ça. Vous êtes des jeunes garçons noirs et malheureusement, dans notre société, parce que vous êtes noirs, certains vont poser un regard différent sur vous ou vont vous donner un traitement différencié ou vont penser qu'ils vous connaissent ou vont se permettre du jugement sur vous, même si c'est pas pertinent. Et c'est votre réalité. Et oui, vous pouvez dire c'est pas juste, mais c'est comme ça. Toi, dans ton cœur de maman, quand tu as cette discussion-là avec tes enfants que tu vois comme étant beaux, accomplis, que tu sais que tu as pu leur offrir autant de possibilités puis d'opportunités, dans ton cœur de maman, tu te sens comment d'avoir cette conversation-là? Triste et frustrée. Triste qu'en 2020, je suis obligée d'avoir une telle conversation avec mes enfants ou avec des enfants. Triste que dans une société à laquelle j'adhère
totalement. Moi, je suis une fière Québécoise, une fière Canadienne. Mais malheureusement, ce pays-là, il a des travers. Cette société-là, elle a des travers. Et que ça, ce soit un de ces travers-là en 2020, ben oui, ça m'attriste et ça me choque aussi. Mm-hmm. Ça m'inquiète. Je suis inquiète aussi comme maman parce que je me dis comment ils reçoivent ce message-là. Mm-hmm. Quel impact ça a sur eux? Moi, je pense que je les prépare. Est-ce qu'au contraire, je leur fais peur? Est-ce que je vais les amener à un repli sur soi? Est-ce que je vais les amener à de la révolte et qui va faire que tout ce beau parcours-là va déraper? Alors que ça ne devrait même pas être un facteur. Laurie, je trouve ça super intéressant dans cet extrait-là parce que dans le fond, ce que moi j'entends, c'est comment on fait pour accompagner nos enfants, comment on fait pour les protéger du jugement des autres. Et là, Fabienne, évidemment, on l'entend bien qu'elle parle aussi de racisme. Donc, comment on peut faire pour protéger ses enfants du racisme? Tu sais, c'est gros. C'est très gros comme question. C'est énorme. Puis justement, oui, Fabienne va nous parler de racisme, mais comme maman, dans d'autres situations, il y a des enfants qui sont différents, il y a des enfants qui vont vivre aussi des expériences qui seront pas toujours faciles et comme maman, on peut avoir le goût de les protéger, mais au final, c'est impossible. Mais qu'est-ce que Fabienne, elle exprime bien, c'est, à la maison, on essaie d'ouvrir le dialogue. Peu importe qu'est-ce que tu vis à l'extérieur de cette maison, de cette famille, permets-toi de venir les déposer au sein de ton petit cocon familial pour qu'on puisse au moins être capable de te soutenir. Des fois, justement, on sera pas capable de régler la situation, de trouver une solution immédiate, mais d'avoir l'impression que l'enfant ne porte pas seul ses expériences qui sont plus difficiles, les émotions qui sont plus négatives, mais que justement, il y a d'autres personnes autour de lui qui sont là pour l'aider à cheminer au travers de tout ça. Des fois, c'est juste ça qui est suffisant pour que l'enfant puisse retourner dans la société, dans l'environnement dans lequel il gravite, pour être capable de se dire, je me motive, puis j'essaie justement de passer au travers de tout ça. Et donc, d'être dans une place pour être ouverte à l'écoute, parce que je me rappelle très bien que moi, enfant, mettons que je vivais, je sais pas, moi, du jugement de la part des camarades de classe ou quoi que ce soit, j'allais pas vers ma mère parce que je savais que ma mère serait une maman lionne. Voyons, c'est qui ça? C'est quoi son nom? Tu sais, elle aurait voulu me sauver. Puis je sais que j'ai cette tendance-là aussi. Puis je me dis, comment je fais pour garder ce lien-là avec mon enfant? Donc, c'est d'être dans l'écoute plutôt que dans la réaction. Des fois, justement, la réaction, c'est l'élan premier. L'enfant, lui, c'est ce qu'il a de besoin. Il va avoir envie d'avoir quelqu'un qui va au front pour lui, mais il y a d'autres moments où est-ce que c'est pas ça qu'il veut. Et des fois, justement, comme maman, c'est de regarder nos réactions, puis d'essayer de se dire, OK, je suis énormément fâchée, mais je sais que si je montre cet élan-là à mon enfant, ça va faire en sorte qu'il va se fermer comme une huître. Un peu comme toi, avec ta mère. Mais si on est de l'autre côté, puis qu'on le sait que, mon enfant, il est peut-être plus sensible, plus timide, je vais essayer d'être particulièrement sensible à comment est-ce que lui a envie de passer au travers de tout ça. OK, t'as pas envie que j'aille voir la direction pour l'instant, c'est correct. Comment est-ce que tu voudrais que les choses se passent? Et là, on écoute et on essaie de trouver un bon compromis, un juste compromis. Parce que c'est sûr que des fois, il y a des enfants qui voudraient absolument pas jamais qu'on vienne les aider à signaler certains problèmes, par exemple. Et ça, des fois, on peut pas. Tu sais, si on est au courant qu'il y a de l'intimidation à l'école, comme parent, on peut pas juste avoir les pattes levées puis dire, je fais rien parce que mon enfant me l'a demandé. Mais on peut quand même trouver un juste milieu. Est-ce qu'il y a des personnes avec qui t'accepterais que j'en parle? Est-ce que t'accepterais qu'on se dise, je regarde comment est-ce que ça va pour les prochains jours, mais si c'est pas réglé à telle date, là, j'essaierai d'en parler à quelqu'un à l'école. Bref, on essaie de trouver une entente avec l'enfant pour qu'il puisse se sentir écouté, compris et respecté là-dedans. Ah, je comprends. Puis est-ce que c'est la même chose dans la préparation? Parce que Fabienne, c'est ça qu'elle disait. Elle dit, j'essaie de les préparer. Est-ce qu'on devrait préparer nos enfants ou laisser venir à mesure que leur besoin se fait entendre? Quand ils nous posent une question, par exemple. Oui, c'est sûr que lorsque l'enfant pose la question, c'est un signal qu'on a de « Ah, il est au courant de quelque chose ». Par exemple, si un de nos enfants à l'école voit quelque chose, là on a parlé du racisme, donc voit un événement ou des paroles racistes qui sont dites dans la cour d'école, puis il en parle. Ça veut dire qu'il a compris quelque chose et il a envie d'utiliser son parent pour mieux interpréter qu'est-ce qu'il a vu ou entendu. Et là, en fonction de l'âge de l'enfant, c'est sûr qu'on va vouloir savoir, mais qu'est-ce qu'il a compris? Donc, on lui demande, qu'est-ce que tu as compris de ça, toi? Qu'est-ce que tu penses qui s'est passé? Et à partir des mots qu'il va nous partager, c'est ça qu'on peut réutiliser pour
l'aider à mieux comprendre, l'aider à mieux nuancer aussi qu'est-ce qu'il a vu ou entendu. Donc, l'âge de l'enfant va certainement influencer le discours qu'on va lui partager, mais dans la préparation. Oui, il y a quelque part où est-ce qu'on veut préparer nos enfants face aux difficultés qu'ils pourraient expérimenter, mais encore une fois, c'est toujours d'y aller avec un juste équilibre qui est pas toujours facile à trouver, j'en conviens, là, mais des fois, il y a des parents qui veulent peut-être trop préparer, en se disant, bon, ben je vais en parler là, dès que l'enfant, il a 4 ans, 5 ans, 6 ans, parce que je veux être sûre que ça lui arrive pas. Mais au final, peut-être que c'est trop tôt. Peut-être que l'enfant, il est même pas au courant de ça, puis il en est même pas conscient. Donc, c'est d'essayer de voir, OK, où elle en est sa compréhension. Oui, je veux le préparer par rapport à certaines choses, mais est-ce que justement, je fais juste en parler une fois de temps en temps ou parce que lui m'en parle régulièrement, je vais en parler plus souvent? Alors, il y a quelque chose là-dedans dans le rythme de l'enfant à respecter aussi. S'il arrive un jour qu'un de tes enfants revient à la maison puis qu'il est paralysé par une expérience qu'il aurait pu vivre, que ce soit, oui, par rapport à sa couleur de peau, mais juste par rapport à n'importe quel échec, déception, tu sais, c'est pas juste des garçons noirs, c'est des enfants qui ont toutes les facettes de leur vie. Fait, comment est-ce que tu penses que la fameuse maman louve, la fameuse maman qui aime contrôler, comment qu'elle réagirait, tu penses? Évidemment, je les collerais, mes garçons, là. Mais ensuite, je pense que je serai en mode action. Bon, alors là, un échec, là, ça définit pas une vie, là. Je laisserais tomber la poussière un peu, puis après ça, je dirais, OK, là, il est arrivé ça, comment tu vois ça? Qu'est-ce que tu n'as pas aimé? Pourquoi? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire la prochaine fois pour que ça ne se reproduise pas? Comment on peut changer? Je serais en mode de let's go, let's take action. Ça a du bon, mais ça a du moins bon. Il faut que les enfants apprennent à se relever tout seuls aussi. Alors, mais si on parle de moi, dire que je vais le laisser apprendre totalement de son expérience, je ne serais pas crédible. Est-ce que ça t'arrive à certains moments dans ta vie, ou est-ce que ça t'est déjà arrivé dans ta vie d'être face à une certaine impuissance, d'être face à une certaine situation où est-ce que tu es obligé un peu de t'asseoir puis de juste accepter la situation comme elle est puis vivre les émotions que ça te fait vivre sans pouvoir nécessairement agir, tu sais? Je reviens un peu à ton expérience d'infertilité. Est-ce que justement ça te confrontait à une position qui est particulièrement inconfortable pour toi? Tout à fait, ça c'est sûr. Le premier traitement, j'ai tout fait. Tout. Monter les marches de l'Oratoire Saint-Joseph à genoux, tout. C'est comme quand je dis tout, là, donc tout ce qui était scientifiquement requis, tout ce qui était ésotériquement requis, tout. Je ne suis pas enceinte au terme de l'exercice. Ça, j'ai frappé un mur. Parce que justement, là, j'avais pris le contrôle, puis là, ça n'avait pas fonctionné. Puis quand tu frappes un mur, à quoi tu ressembles? Que ressens-tu à l'intérieur de toi? Ah, j'étais démolie. Démolie. Puis à un moment donné, le temps fait son œuvre. Puis on s'est relancé là-dedans. Puis là, honnêtement, la deuxième fois, j'ai plus laissé aller. Mais à un moment donné, je voulais arrêter. Parce que justement, comme je n'avais pas de garantie, j'ai dit non, I'm not going through this. Parce que j'avais peur de l'échec. J'aurais pu ne pas les avoir, ces enfants-là. Mais heureusement, j'ai un mari qui a tenu tête. Puis, ben, ils sont là, mes beaux garçons. Oui. Ils sont beaux et fins. Oui. Mais, ouais, ça, c'est certainement... ouais, ça, j'avais pas le contrôle. Est-ce que tu as l'impression qu'un peu de la même façon, quand dans le processus de fertilité, à un moment donné, tu as comme eu cette expérience-là d'être confronté à l'impuissance, est-ce que tu as l'impression que des fois, dans le discours qu'il y a eu dans les derniers mois par rapport à tout ce qui est racisme et tout ça, que c'est venu un peu activer ou réveiller ou chicoter un peu ces sentiments-là d'impuissance par rapport à l'expérience que tes fils pourraient vivre plus tard? Ou... Ben, c'est sûr. Quand on voit l'histoire de... Mais son nom de famille, c'est Cooper, mais Amy Cooper, là, la fille du parc, là, de Central Park à New York, qui dit que le gars, il est diplômé de Harvard, il prend une marche, il observe des oiseaux, puis s'il y avait eu un policier, si la police avait été juste plus proche ou, tu sais, comme
un peu plus nerveuse, là, peut-être que ce gars-là ça serait fait tirer parce qu'il y a une madame comme qui décide que elle, on lui demande de mettre son chien en laisse puis que ça l'écœure. Mais regarde, on va mettre la vie d'un noir. C'est quoi un noir? Tu sais, on va faire une fausse déclaration, on va inventer une histoire, puis si ça dégénère comme ça dégénère tout le temps aux États-Unis, ben so be it. Mon Dieu. Moi, j'ai toujours dit que je voulais mes enfants à Harvard. Puis pour la première fois de ma vie, je me dis, je veux rien savoir qu'ils vivent aux États-Unis pour un diplôme qui va peut-être leur rendre... De un, que c'est mon rêve. De deux, qui va peut-être les mettre leur vie en péril dans une société qui n'est pas capable d'apprécier ou de respecter la vie d'une personne de race noire et encore moins d'un jeune homme de race noire. C'est quoi l'émotion derrière cette espèce de distance-là qui est apparue? Ben ça, honnêtement, c'est drôle parce que ma sœur, je lui dis ça. Moi, depuis que les enfants étaient dans mon ventre, je suis allée visiter Harvard, je leur ai acheté un petit t-shirt Future Harvard Freshman. Je leur disais quand ils étaient petits, en leur donnant un bisou quand ils dormaient, tu iras à Harvard, c'est brainwashing. Puis, ben, le jour où je dis ça, j'ai dit, moi, là, c'est terminé. J'ai dit ça, là, j'ai dit, c'est bien beau, là, les rêves puis l'ambition, mais je ne mettrai pas la vie de mes enfants. Ma soeur était comme, voyons donc, je peux pas croire que tu dis ça. J'ai dit, oh non, it doesn't work it. Puis ça, je sais pas, tu sais, les gars sont trop jeunes pour dire s'ils veulent faire. J'en ai un qui m'a déjà dit qu'il veut faire des études à l'étranger. Puis Harvard, de toute façon, ça veut pas dire que même s'il voulait y aller, qu'il serait accepté ça, mais au-delà de ça, que j'abandonne ce rêve-là pour cette raison-là, parce que j'ai crainte pour leur vie, mais c'est choquant. C'est de la peur. Ah ben certainement, j'ai peur. Ça, rendu là, oui, c'est de la peur, parce qu'on revient à du basique. C'est comme, c'est que ton enfant se fasse défigurer, c'est peut-être le meilleur scénario, ou pire, qu'il se fasse enlever la vie. Alors, c'est pas normal qu'on soit habité par cette peur-là, mais là, elle est là. Laurie, c'est pas la première fois, c'est pas le premier épisode où on parle d'impuissance. Hein? L'impuissance, ça semble très, très difficile à vivre pour les parents. Puis là où elle nous amène, Fabienne, et où je trouve ça super intéressant, c'est la peur que ça peut créer aussi. Ouais. La peur qui fait changer, dans le fond, un peu nos rêves ou nos aspirations. Puis j'ai l'impression que parfois, la peur peut être imaginaire. Tu sais, moi, j'ai tout le temps peur pour mes enfants, là, tout le temps. Puis je sais que ça parle de mon anxiété. Mais sa peur à Fabienne, elle est quand même tangible parce qu'on le voit ce qui se passe aux États-Unis. Donc, ça peut nous amener beaucoup de désillusions par rapport à l'avenir de nos enfants, par exemple. Ben absolument. Puis, tu sais, le rôle de parent, c'est de protéger. Alors, comment est-ce que je peux m'imaginer que je mets mes enfants dans un contexte où est-ce qu'ils seraient en danger, littéralement en danger de mort, là, comme elle va en parler. Mais en même temps, là, de quoi est-ce qu'on parle? Est-ce que c'est vraiment une peur réelle? Est-ce que c'est plutôt une peur qui est irrationnelle? Est-ce que c'est une peur qui parle de moi, de mes sécurités, mais qui part pas nécessairement de la peur de mes enfants? Dans cet extrait-là, Fabienne, elle en parle pas, mais elle va dire, par exemple, moi, j'avais certaines inquiétudes pour mes enfants, mais lorsque je les questionnais par rapport à leur vécu comme jeune garçon noir, eux, ils me disent, ben non, maman, voyons donc, pas nous autres, ben non, voyons, maman, tu capotes avec ça. Fait c'est comme si dans leur perception à ces garçons-là, il n'y en avait pas d'événements inquiétants, il n'y en avait pas d'inquiétude, il n'y avait pas de peur. Et des fois, justement, comme parents, il faut arriver à tolérer que lorsque les enfants grandissent, qu'ils prennent des choix, qu'ils décident certaines choses, oui, il peut y avoir un sentiment d'impuissance, il peut y avoir un sentiment de peur, il peut y avoir un sentiment de grande angoisse, mais si l'enfant, lui, se fait confiance et qu'il a l'impression qu'il a envie de sauter pour faire cette expérience-là, c'est aussi la job du parent de l'accompagner malgré ce qu'il habite à l'intérieur, lui, le parent, là, puis qui est angoissé. Alors, bon, est-ce que les enfants, Fabienne, vont aller à Harvard? Je le sais pas. Mais c'est sûr que si ces enfants-là, plus tard,
malgré tout ce qu'ils ont comme information, décident d'y aller, le rôle du parent, c'est de dire « Parfait, je vais t'accompagner là-dedans », même s'il y a une partie de moi qui a peur de ne pas pouvoir te protéger. Est-ce que tu penses que les mamans autour de toi qui sont d'une autre origine ou peut-être qui ne sont pas justement racisées, penses-tu qu'elles sont conscientes de la peur qui peut venir avec l'éducation d'enfants noirs, l'éducation de justement fais attention à ci, fais attention à ça? Est-ce que tu penses qu'ils sont conscients de cette peur-là? De cette frustration-là que tu m'as nommée aussi? Je pense qu'elle ne l'était pas auparavant et je pense que depuis le 25 mai dernier, elle commence à comprendre. De un, parce que beaucoup de mamans l'expriment et qu'ils réalisent. Et je pense pas que c'est de la mauvaise foi. Je pense que c'était pas leur réalité. Puis donc, ils portaient pas attention à ça. Mais quand on se dit, ben oui, moi, je dis à mes enfants de pas aller à l'épicerie avec un sac à dos rempli. C'est littéralement ça. Je demande d'aller chercher du lait à l'épicerie. Puis tu vas dire que ton sac à dos, parce que tu y vas à vélo, vide tout. Je veux qu'il n'y ait rien dans le sac à dos, à part le 20 $ que je te donne pour aller l'acheter. Ça te fait quoi de sentir que maintenant, toutes ces mamans-là semblent avoir une prise de conscience sur « voici ma réalité à moi comme maman, puis voici la réalité de mes enfants ». Ben, écoute, moi, j'ai été agréablement surprise par certaines réactions de personnes de notre entourage qui disaient, on ne réalisait pas, puis on en a parlé à nos enfants. Et leurs enfants, ce sont les futurs collègues, les futurs patrons de mes enfants. Alors, puis une maman, c'est une maman. Alors, une maman qui entend une autre maman exprimer une inquiétude, elle se met à ta place. Elle est empathique. Elle comprend. Et je pense que l'avenir va passer par beaucoup de ces mamans-là qui viennent de comprendre la réalité des mamans racisées et qui vont transmettre des messages d'amour et de respect à leurs enfants qui vont grandir avec les nôtres. Fait que moi, je pense que là-dessus, je suis optimiste. Je dis pas que je suis pas naïve, mais je suis optimiste. Je pense que ça va faire un bonhomme de chemin. Puis qu'il y a beaucoup de mamans qui sont parties de la solution. Oui, c'est intéressant comment c'est comme ça on fait la boucle avec le fait que tantôt on disait ouais, tu assumes beaucoup la responsabilité du développement de tes enfants et tout ça, mais c'est comme si justement dans cette responsabilité-là qu'on se porte comme maman, il y a aussi quelque chose là qu'on peut venir réparer, un peu échanger les choses. Oui, des fois peut-être qu'on va assumer leur succès, leurs échecs, mais on peut aussi justement assumer l'éducation qu'on leur donne comme citoyens de demain. Si tu avais à laisser un message à une maman comme toi en ce moment qui est enceinte d'un petit garçon noir qui est en train de se dire « les statistiques jouent contre moi », qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais que cette inquiétude qu'elle a là va l'amener à réaliser de grandes choses et que cette réflexion-là qu'elle se fait, c'est parce qu'elle est déjà en train de travailler à l'avenir de son enfant. Donc, qu'elle se fasse confiance, oui, elle est en arrière-pensée l'existence de ces statistiques-là, mais qu'elle ne se laisse pas, justement, paralyser. Parce que les statistiques, elles sont faites pour être déjouées. Donc, on les garde dans le rétroviseur, mais on regarde en avant. Je pense que aussi les réactions qu'on a vues dans la foulée du décès de George Floyd nous permettent d'être optimistes. Ça a pris du temps. Moi, je pense que ça a pris trop de temps. Je ne peux pas croire que ça a pris que quelqu'un se fasse écraser comme un insecte pendant 9 minutes pour que la planète se réveille. Mais c'était ça le seuil qu'il fallait atteindre manifestement. Mais là, je vois que la planète s'est réveillée. Pas tout le monde, mais beaucoup de gens. Une masse significative et critique. Après 500 ans, on n'est pas encore venu à bout de la discrimination raciale. Alors, prétendre qu'on va le faire en 500 jours, ça serait naïf. Mais est-ce qu'on va cheminer dans la bonne direction? Je pense que oui. Si vous avez aimé l'épisode, faites-le nous savoir. Vous pouvez rédiger un avis et mettre des étoiles sur iTunes, cliquer j'aime et laisser un commentaire sur YouTube ou encore partager les épisodes. Ça nous aide vraiment à faire connaître le balado. Merci. Si vous connaissez quelqu'un qui aurait besoin d'entendre cette conversation, envoyez-lui. Et pour encore plus de contenu, rejoignez-nous sur Facebook, Instagram et YouTube ou encore sur notre site web savamaman.com.
Prenez note que ce balado ne remplace pas un processus thérapeutique. Si vous éprouvez des difficultés psychologiques, sachez que des ressources sont disponibles dans votre région pour une aide personnalisée à vos besoins. Et finalement, merci à vous de croire en notre projet.